Amis de Love Power, bienvenue sur Unis pour toujours, votre émission préférée sur la chaîne nationale du Bénin. Et c'est parti pour la 8e année, saison 8. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion de la colère au sein du couple. Et si vous voulez une définition, ne comptez pas sur moi. Faites un tour sur le net et vous en aurez plein le sac. Une chose est sûre, si vous avez jamais eu ou avez été témoin d'un tempérament enflammé ou de situations conflictuelles avec souvent le ton et parfois le point levé, vous connaissez la matérialité de la colère et ses conséquences. De toutes les façons, ce soir, nous allons nous intéresser à la gestion de la colère au sein du couple. Ressentir la colère lorsque vous pensez être trahi ou victime d'une injustice n'est pas en soi un problème. Le problème, c'est ce que vous faites de ce ressenti. Mais s'il faille travailler à maîtriser la colère, pourrait-on aller jusqu'à dire comme Siro que piquer une crise de colère est une faiblesse spirituelle? De toutes les façons, avec nos invités sur ce plateau, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que cette pulsion se manifeste. Mais avant, nous avons découvert pour vous une artiste qui chante l'amour. Elle chante l'amour, elle m'a séduit, elle m'a plu, et je l'ai aimée, et ce soir, elle va nous aider à mieux chanter l'amour. Robertine, voilà. Robertine Kako. Let's go. Okay, this is the love music for you. Listen. Coco House, my God. Plongé dans mes pensées, tu es là. Plongé dans mes soucis, oh, tu es là. Quand tu vois que je vais tomber, tu me relèves. Quand tu sens que je vais sombrer, tu me donnes le sourire. Moi, il t'aime, pour la vie. Un peu tout de ma belle, vous m'avez. Oh yeah, oh yeah. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu es l'amour de ma vie, le soleil de mes pieds. Tu es mon soleil, je ne vis que pour toi. Dr. Beatmaster son tu es le seul qui me soutient, qui m'accompagne dans mes projets. Tu fais ressentir le meilleur de moi-même. Oh ami, tu m'as dit que j'étais la fine fleur que tu as si longtemps recherché dans ce vaste jardin d'amour, bébé. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on restera unis pour toujours. Baby, 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 baby. C'est la musique qui me détend quand je suis en colère. Bisous. On se retrouve à tout de suite. Merci à Robertine qui nous a mis la joie au cœur avec ce chant d'amour. Et c'est parti pour la première rubrique de cette émission. Qu'en dites-vous? Le thème, c'est la gestion de la colère au cœur du couple. À tout de suite.
La gestion de la colère au sein du couple, c'est avec, à ma droite, Monsieur Antoine Bocor. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant de formation chrétien catholique engagé dans la vie charismatique, et notre chef psychologue, Madame Marlène Fagla, elle était déjà sur cette émission, et pareil pour Monsieur Bocor, il y a de cela 4 ans. Alors, vous intervenez dans une institution d'accueil et d'accompagnement psychosocial d'enfants en rupture des liens familiaux. La gestion de la colère. Qu'est-ce que la colère et comment est-ce qu'elle se manifeste au cœur du couple? Merci, Syrah. La colère est une émotion comme tant d'autres émotions, mais qui est secondaire à un événement qui survient dans notre vie. Ça permet des fois de voir quelles sont nos limites, le seuil de tolérance par rapport à différentes situations. Elle survient lorsqu'on est frustré ou lorsqu'on ne se sent pas respecté dans un événement particulier. Il y a des personnes qui ont déjà à la base un tempérament colérique. Ça, on grandit avec. Mais il y a d'autres qui ont souvent des accès de colère en fonction du milieu dans lequel ils sont restés. Ça dépend aussi des fois de blessures psychiques antérieures, c'est-à-dire de notre vie, qui se réactivent à des occasions données, parfois face à des petits événements, mais qui réactivent des émotions qui réactivent des souffrances qui n'ont pas été suffisamment soignées dans notre vie, voilà, par le passé. Et de façon générale, c'est ça. Il y a aussi dans l'éducation le fait que des enfants ne se sentent pas assez valorisés par leurs parents, ne se sentent pas assez reconnus. Tout ça, c'est des facteurs fragilisants qui peuvent amener des personnes à se mettre en colère. Voilà. Monsieur Bocor-Antoine, alors vous l'avez écouté? Oui. Moi, je veux dire simplement, la colère, c'est le contraire de la joie. La colère, c'est le contraire de la joie. Oui. C'est-à-dire que celui qui est en colère ne peut pas être en joie. Il se fait que même celui qui est en colère, lui aussi, veut être en joie. Et donc, il est pris en otage par la colère. Et lorsqu'on est en colère, on est dans tous ces états. Et je m'amuse souvent à dire, si on pouvait prendre nos photos quand on est en colère, et nos photos quand on est en joie, et qu'on agrandit les deux, et qu'on pose dans notre salon, nous serons en colère d'enlever la photo où on est en colère. Alors, montrez-moi un visage de quelqu'un qui est en colère. Je vais prendre votre photo. Alors, montrez-moi ça. Vous êtes en colère, je vous ai imaginé. Bon, je ne sais pas. Là, vous êtes déjà en joie, vous ne pouvez plus vous mettre en colère. Et parfois, on rencontre quand même des gens, il n'y a pas de limite entre la joie et la colère. Comment est-ce que ça se manifeste au cœur du couple? Parce que je voudrais que vous mettez l'accent dans le couple, puisque nous sommes sur une émission qui prépare les couples au mariage et qui renforce les liens conjugaux. Bon, des personnes qui passent rapidement d'un état de joie à un état de colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, moi, je pourrais dire que la colère en tant qu'émotion peut arriver tant qu'elle est brève et qu'elle peut permettre de résoudre une situation rapide. Donc, elle peut être constructive. Mais quand quelqu'un passe rapidement de la joie à la colère, il y a un problème et c'est plus profond. Oui, mais ça demande un accompagnement. Oui. Je veux utiliser une image. Imaginez que vous ayez une plaie au pied. Et la plaie a commencé à se cicatriser, mais n'a pas fini de se cicatriser. Et vous jouez avec des camarades. Et subitement, un camarade par mégarde piétine la partie blessée. La plaie s'étant ravivée, vous passez rapidement de la joie à la colère, à la douleur. C'est la même chose dans le couple, vous voyez. Parfois, vous êtes en train de causer, vous êtes en train d'échanger, même parfois de vous taquiner. Et le conjoint dit une blague qui rejoint quelque chose qui vous avait créé la douleur. Un exemple rapidement, parce qu'il veut comprendre. Écoutez, un exemple. Je me souviens qu'on dit à quelqu'un, pendant qu'il était enfant, tu es bête. Tu es bête. C'est quelque chose qu'il avait encaissé. Il avait encaissé, en ce temps, ça lui faisait mal. Ou tu es inutile. Oui, tu es inutile. Il y a des maris qui le disent souvent. Tu ne vaux rien. Oui. Franchement, tu ne vaux rien. Toi, tout ce que tu fais, franchement, c'est toujours n'importe quoi. On lui avait dit pendant qu'il était enfant. Moi, avec les autres enfants de son âge, on lui disait ça en l'écartant. Bon, il a grandi, il est marié. Et il échange avec sa femme et il dit quelque chose, sa femme rit pour dire oh, franchement, toi, tu ne vaux rien, quoi. Et ça retombe sur ce qu'il vivait. Il dit ah non, qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne vaux rien. Et le ton change, tout change. En fait, c'est parce que la problème, c'est que tu as réveillé un souvenir douloureux. Donc ça rejoint ce que Madame Fabia vient de dire. L'antécédent. L'antécédent. Voilà. Et en fait, on peut comprendre que
le problème de la colère, ce n'est pas celui qu'on pense être en train de nous mettre en colère, mais c'est qu'est-ce qui est en nous. Le terreau. C'est le terreau qui est en nous, qui fait que, qui rebondit par rapport à ce que l'autre a dit. Parfois, l'autre ne l'a pas dit intentionnellement. Il n'a pas voulu nous mettre en colère, mais on n'a pas le discernement nécessaire pour dire non. Il ne veut pas me mettre en colère, mais on dit non. Il a dit ceci, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as entendu toi-même? Ça crée les crises au cœur de les crises, et c'est parti. L'autre dit non, chérie, mais je ne dis pas ça. Il dit, mais tu as bien dit ça. Tu as quand même dit. Même tes enfants étaient là, ils ont entendu ce que tu as raconté. Ah bon, tu dis de moi, donc c'est ce que tu penses de moi? Et ça prend une allure. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsque un conjoint s'énerve et prend cette proportion, au lieu que l'autre conjoint, qui peut-être n'avait pas eu l'idée de blesser, se calme. À un moment donné, quand il dit, après tout, c'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu t'es énervé comme ça. L'autre dit, ah bon? Donc ce que je pense là est vrai. Mais vous changez le visage sur moi. Et votre là, humeur change. Hein, la façon dont vous me regardez. Non, je prends l'allure des gens quand ça arrive. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Parce que l'autre finit par dire, mais c'est quoi le problème? Mais on était en train de blaguer, je ne t'ai rien dit. Monsieur Bokor, exactement. Alors, est-ce que, avec le développement de Monsieur Bokor, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette mauvaise façon de communiquer dans le couple peut susciter de la colère et avoir un impact sur la société? Parce que le couple, après tout, la société est composée de couples, de familles et tout. Déjà, dans le couple, il y a deux personnalités différentes. On vient de parler de vécus différents, des expériences qui se sont bien passées ou qui ne se sont pas bien passées. Donc, on doit faire avec tout ça. Et donc, quand on n'arrive pas suffisamment à se connaître, à connaître les limites l'un de l'autre, et que ça flambe pour des fois des blagues qui tournent au vinaigre, ou parfois, ce n'est pas des blagues, c'est des choses réelles qui choquent, la tension se manifeste et c'est une escalade. On peut passer de la petite dispute à des insultes fort blessantes. Exemple? Qui vont à « tu ne vaux rien », vous venez de le dire. Des fois même des insultes qui vont vers la famille de la femme ou du mari, en fonction du conjoint qui dit « ton père va voir ton père ». Il y a des insultes très fortes qui sortent. Tu ressembles bien à ta mère. Voilà, chez la vous, dernière fois, j'ai vu ça. la manière dont ta mère parlait à ton papa. Voilà. Je pense Voilà. que tu lui ressembles. Voilà. Et il semble que la mauvaise éducation, c'est de chez vous. Voilà. C'est la tasse que vous buvez dans c'est votre des famille. mauvaises paroles comme ça. Oui, de très mauvaises paroles qui touchent, qui sont très violentes. Parfois, il peut y avoir des coups. Oui. Il y a des couples dans lesquels ça se termine par la mise en quarantaine, c'est-à-dire il y a un mutisme, on ne se parle plus, mais on est dans le même foyer. Mais alors, quelles sont les causes, mis à part ce que vous avez évoqué, au cœur du couple, quelles sont les véritables causes qui peuvent pousser à cette pulsion, à la réaction violente au point de se mettre en quarantaine? Il y a 1001 causes. À part ce que vous avez énuméré à l'entame. Oui, mais ça peut être à cause d'âge, ça peut être pour des questions financières, ça peut être par rapport à l'éducation des enfants, ça peut être par rapport aux loisirs même de l'un et de l'autre, ça peut être par rapport au temps qu'on passe ensemble ou au temps qu'on passe avec les amis qu'on a développés avant de se rencontrer peut-être. Donc, il y a 1001 causes qui peuvent amener, facteurs, je vais dire plutôt, qui peuvent amener ça. Mais le problème, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer. À se parler, voilà. Il n'y a pas de moment, pas dans tous les couples. Il y a des couples, même quand il y a de la colère, quand il y a quelque chose qui choque, on arrive quand même à prendre du recul dans la tête, mais aussi physiquement, c'est-à-dire on se décale un peu et on a le temps, chacun essaye de trouver un essuie-toi, peut-être qu'on va en parler, les essuie-toi à la colère, comment décharger ça, sans se détruire et sans détruire l'autre, voilà. Alors, Monsieur Bokor, un instant, Madame Fagla, à des moments donnés, on retrouve des conjoints qui sortent de la maison carrément, ils restent au dehors jusqu'à 1 heure induite, juste pour éviter le drame. Est-ce que c'est une solution palliative. Sortir. Mais la plupart du temps, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent la douleur. Mais la douleur n'est pas soignée. Quand on sort comme ça, c'est vrai, c'est une solution palliative, mais ce n'est pas la vraie solution. Je pense que l'un des éléments, 2 ou 3 éléments sont importants. Premièrement, il faut se connaître soi-même. Avant d'aller au mariage? Avant d'aller, il faut se connaître, il faut savoir qui on est. Et quand tu sais qui tu es capable de te dire non, toi tu exagères. Ma réaction là maintenant, je sens que quelque chose exagère en moi. Parce que je me connais, je sais que, c'est comme ça, je suis facilement en colère. Et je dois connaître mon conjoint ou ma conjointe. Je dois connaître qui elle est. Est-ce qu'on se donne généralement le temps?
Le drame est d'aller au là. mariage. Maintenant, on ne sait pas donner le temps, on s'est mis ensemble. Mais on peut apprendre ensemble à se connaître maintenant. Et à savoir ce dont l'autre est capable, ce dont moi je suis capable, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est l'expression, les non-dits. Les non-dits, c'est-à-dire que c'est les préjugés, les intentions prêtées aux actes et aux mots. Les intentions Prêtées aux actes et aux mots qui peuvent ne pas correspondre à la réalité. C'est-à-dire, l'autre dit, est-ce que tu peux éteindre la télé? Je peux entendre qu'il est en train de me donner des ordres. Et je dis, mais pourquoi tu me donnes des ordres? Est-ce que je suis ton enfant même? Parce qu'entre-temps, moi j'ai été soumis tout le temps. Peut-être que mes parents sont morts très tôt. Et je suis resté avec des gens et on m'a maintenu soumis tout le temps. Et là, maintenant, je veux... Maintenant, je suis marié et au moment où je pense que je vais être libre, quelqu'un vient me parler avec le même ton que j'entendais avant. Oh, peut-être que l'autre ne voulait pas donner des ordres, mais je l'entends comme ça. Et donc, je dois savoir que, en fait, mon histoire fait que je ne supporte pas les tons forts. Peut-être qu'il ne m'a pas parlé avec un ton fort, hein, c'est mon histoire qui fait ça. Si je me connais, je peux raisonner comme ça peut me calmer. Alors, vous avez parlé de la connaissance de soi. Deuxième chose? La connaissance du conjoint ou de la conjointe. C'est-à-dire, connaissant l'histoire du conjoint ou de la conjointe, on peut comprendre que la personne parle mal sans avoir intention de blesser. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a des personnes qui ont été rejetées par les parents, ou le père, ou la mère, ou les deux. Ça arrive, des histoires comme ça. J'ai vu une dame qui avait ce problème-là. Et quand elle est venue en ménage, elle n'avait pas du tout été aimée. Et elle vient et elle pense qu'elle devait recevoir, c'est qu'elle n'a pas eu de papa et de maman de son mari. Mais l'affection qu'un mari peut avoir pour une femme ne peut pas être l'affection parentale. C'est deux affections différentes. Du coup, si un conjoint attend que l'affection de l'autre conjoint compense les déficits parentaux, ça ne peut pas marcher. Il y aura toujours des frustrations. Et ces frustrations amènent justement à la colère et amènent au drame. Donc, il faut connaître le conjoint. Et quand l'autre conjoint sait que mon épouse a eu une vie difficile, il doit être plus tempérant et plus calme. Les gens qui ont eu la vie difficile sont souvent capricieux. C'est-à-dire qu'ils poussent le seuil de la tolérance plus loin. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on fasse de gros efforts. C'est-à-dire que tu ne m'as pas dit je t'aime aujourd'hui, tu n'as pas fait bisous aujourd'hui. Ils se victimisent beaucoup aussi. Hein. En tout cas, je crois qu'avec des séances d'accompagnement et absolument. On va y revenir. Alors, Madame Fagla, vous l'avez écouté par rapport à ces causes-là qui provoquent des réactions souvent très graves au sein du couple et qui peuvent amener au divorce. Alors, qu'est-ce que vous voulez ajouter suite à son développement? Je voudrais juste ajouter que il vaut quand même mieux que la colère se manifeste que de la garder en soi, parce que là, c'est encore pire. Quand on la garde en soi, quand on refoule, de toute façon, le refoulé trouve toujours la façon de revenir. Et quand elle revient, elle est explosive, elle peut revenir elle devient démesurée. Face à un acte qui est assez banal, on trouve quelqu'un qui pique une grosse crise de colère et on se demande, mais qu'est-ce que cette personne... Mais alors, Madame Fagla, vous êtes à la maison en tant que femme, vous avez géré la maison, d'ailleurs vous avez géré votre boulot, arrivé à la maison, vous avez géré les enfants jusqu'au soir, monsieur rentre. Alors, qu'est-ce qui peut rapidement là faire sauter la bombe pour que l'ambiance change au vinaigre? Vu déjà le contexte que vous venez de décrire, la fatigue, le stress déjà peut faire, et monsieur l'a dit tout à l'heure, le manque de reconnaissance. La femme qui a déjà fait tout ça s'attend à ce que quand son mari vienne, il lui reconnaisse ce qu'elle a fait. C'est pas une maladie aussi de s'attendre toujours à ce qu'on le reconnaisse? Oui. Bon, c'est un manque, un vide très fort qu'elle a, mais qui peut être réparé de différentes façons. Soit par un guide avec un accompagnement spirituel pour ceux qui sont croyants, soit en voyant un thérapeute. Donc, il y a différentes façons de travailler sur ce qui fait vide en nous et qui fait on a trop d'attentes de la part, par exemple, de son conjoint. Et ça rejoint ce que M. Boko a dit, c'est-à-dire pendant son enfance, peut-être qu'elle a eu à subir un certain nombre de choses et qui a fait que son réservoir émotionnel est vide. Alors, quand vous tombez sur un conjoint qui a un réservoir émotionnel vide, comment l'alimenter pour éviter ces genres de frustrations? Non, ce que je pense, je viens de le dire tout à l'heure, il faut se connaître. Le vrai problème, c'est que nous aimons les gens en fonction de leur visage.
L'apparence. de leur forme, de l'apparence, tout ce qu'on appelle apparence. Mais on n'aime pas les gens et leur histoire. Et vous voyez, si vous voulez aimer quelqu'un, vous devez aimer son histoire. Mais nous disons souvent, le passé ne me concerne pas. Là, je t'ai Mais vu. c'est dangereux. Je peux vous dire Oui. que la plupart des problèmes que nous traînons en couple ont leur naissance même depuis notre conception parfois. Et tout ce que nous avons vécu entre 0 et 7 ans et les chocs que nous avons eus à l'adolescence. Lorsqu'on enlève, on vide notre histoire de toutes les blessures liées à ces âges, on est plus équilibré. Sinon, la plupart du temps, nous sommes des déséquilibrés. Et les déséquilibres s'expriment de différentes façons. Et parfois, nous refusons de reconnaître que nous sommes déséquilibrés. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur qui a vécu dans une famille où on lui a appris la féodalité. C'est-à-dire dans sa famille, on a regardé ensemble la série ivoirienne qu'on appelle Ma Famille. Oui. Et vous voyez... Pourquoi la communauté ivoirienne? Et regardez le personnage Boéry, la manière dont il faisait. Et regardez le personnage Oupo, qui à un moment donné dit « J'aime mon oncle, je veux faire comme lui ». Il y a des gens qui ont vécu dans des environnements familiaux où ils ont copié de mauvaises habitudes comme ça. Et quand ils viennent en couple, ils aiment déployer ça. Et quand ils viennent comme ça, l'autre dit « Mais mon oncle a fait ça marcher. C'est pas toi qui vas m'apprendre quelque chose aujourd'hui. » Donc imaginez un Oupo avec sa femme, faisant les mêmes choses. Sa femme commence à dire « C'est pas normal. » Il va se mettre en colère. Mon oncle faisait ça marche. Il veut faire comme son oncle. Et bizarrement, beaucoup d'hommes ou de femmes vivent comme ça. C'est-à-dire, ils veulent poursuivre la vie de leur maman ou de leur papa en étant en couple maintenant. Alors là, que ils n'ont pas véritablement quitté parce que les piliers du mariage, il faut d'abord quitter, à tout point de vue. Il faut quitter. Oui, merci beaucoup, M. Boko. Et alors, nous écoutons les dernières minutes de cette première rubrique. Je voudrais aussi vous poser la question de savoir, alors, comment est-ce qu'on peut gérer quand on est en face d'un couple où l'autre est minimisé, c'est-à-dire genre, il ne s'extériorise pas, tout ce que ça lui fait, c'est garder et tout, et puis l'autre est peut-être en tempête de grêle où tout le temps c'est tout feu, tout flamme et tout. Comment ce couple-là peut gérer la colère, maîtriser cette pulsion pour qu'il y ait la paix dans le foyer? On va revenir là-dessus à la troisième rubrique, mais je voudrais déjà entendre votre point de vue. D'accord, c'est faisable, ce n'est pas dramatique. C'est vrai que ça fait deux personnalités entièrement l'une à l'opposé de l'autre. Mais vu que déjà ils sont ensemble, ça veut dire qu'il y a possibilité de discuter, de savoir quel est le seuil de tolérance de l'autre. Mais pendant la discussion, il se fait qu'il y a le maximiseur qui a plus d'éléments, il parle bien, c'est lui qui sait parler, et puis l'autre, quand il prend la parole, on lui coupe la parole. Est-ce que dans ce schéma-là, alors s'il est difficile pour les deux de régler à deux, alors on a toujours la possibilité d'avoir un tiers, c'est-à-dire une troisième personne. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un thérapeute, ça peut être un... Pas n'importe qui. Non, pas n'importe qui. Parce que si vous prenez quelqu'un qui s'énerve aussi pour venir non, mais si c'est un thérapeute qui s'énerve, ça ne va pas. Normalement, avant d'être thérapeute, on fait un travail sur soi déjà, parce qu'on doit accueillir tout ce que les autres nous amènent. Donc, on doit être suffisamment solide avant d'accueillir ce que les autres amènent. Donc, forcément, à des moments donnés, le tiers peut aider à pouvoir équilibrer les choses afin que chacun puisse posément exprimer à l'autre qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit quand l'autre fait ceci, quelles sont ses demandes, pas sous un ton d'accusation. Tu as fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Non, parce que quand c'est comme ça, voilà, et ça monte en escalade. Mais c'est plutôt exprimer ce que lui ressent, sa façon de réagir par rapport aux choses, ses besoins. Et comme ça, avec une personne tierce, c'est toujours possible. On peut gérer ça. Oui, de trouver. Merci beaucoup, Madame Fagla. Merci beaucoup, Madame Fagla. Je voudrais faire un coucou au restaurant Pithiviers et à Filtrosec qui nous a offert ce cocktail. C'est vraiment bien de votre part. Merci de nous accompagner. Nous en avons vraiment besoin. Un seul numéro que vous pouvez garder, c'est le 62 40 00 00 ou le 63 90 00 00. Nous sommes bel et bien au Bénin. Et pour boucler la première rubrique, je voudrais demander à Monsieur Boko, est-ce que l'acte, tant qu'on n'a pas réglé cette colère, cette pulsion qui a bouleversé notre journée? Je vais vous choquer. Une union du corps sans union du cœur est de la prostitution. Répétez s'il vous plaît. L'union du corps sans l'union du cœur, c'est de la prostitution.
En ce sens que? C'est-à-dire que c'est l'unité du cœur qui amène à l'unité du corps. Et les prostituées s'en foutent de qui vous êtes. Ils ne vous aiment pas, elles ne vous aiment pas, elles ne vous connaissent pas. Vous avez besoin de quelque chose, vous venez vous satisfaire. En couple, on se connaît, on s'est choisi, on a décidé de se donner l'un à l'autre. Et le don ne commence pas par le corps, mais il commence par le cœur. Non. Si on ne se reçoit pas par le cœur, c'est faux ce qu'on fait dans le corps, on est en prostituée. Vous avez entendu, vous êtes en colère, vous vous chamaillez matin, midi, soir. C'est normal en couple. Mais le monsieur pense souvent que c'est dans le lit, que ça peut-être c'est votre manière. Mais attention, pas de la prostitution ni du viol conjugal. Il faut régler les problèmes avant d'aller au lit ou bien dans le lit, avant de passer à l'acte. Il faut régler les problèmes. Et là, je vais recevoir pour vous un couple formidable qui a accepté de partager leur témoignage avec nous. Mais avant, notre institut pontifical Jean-Paul II fête ses 20 ans. Suivez l'élément et je vous donnerai quelques grandes lignes de leur propos. L'Institut Jean-Paul II de Cotonou est la représentation Afrique de l'Institut pontifical Jean-Paul II de l'Église catholique. L'Institut exerce sa mission d'enseignement et de formation en offrant aux étudiants du Bénin et de l'Afrique des cursus de licence et de master professionnels dans les domaines des sciences du mariage et de la famille, des sciences de l'éducation, de la psychologie et de la philosophie. Pour plus de renseignements, rendez-vous au siège de l'Institut à Cotonou, quartier Kadjaou, entre le Kodiam et le collège Père-au-Pierre, ou appelez le 00 229 21 30 32 97. Et oui, l'Institut pontifical Jean-Paul II, l'Institut des sciences du mariage et de la famille, 20 ans déjà au Bénin, dans l'Afrique tout entière. C'est le Bénin qui abrite cet institut. Et du jeudi 2 novembre au samedi 4 novembre, ce sera la grande fête. La journée porte ouverte, c'est prévu pour la journée du jeudi 2 novembre. Vendredi 3 novembre, débat, témoignage des couples, des familles, concert culturel, vous êtes invités. Et le samedi 4 novembre, la grande fête, c'est à l'Institut pontifical Jean-Paul II, à côté de Kodiam. Vous êtes tous invités. Et voilà, nous avons pour vous le couple qui va partager quelques témoignages, quelques expériences. Ça, c'est toujours croustillant. Et ils sont ensemble depuis 13 ans. C'est monsieur, madame Tozé, que nous recevons pour vous. Ils sont engagés dans le mouvement international Fondation au Bénin. Monsieur Jérôme Tozé, journaliste formateur, et madame Elisabeth Mainsanvi, épouse Tozé. Vous êtes secrétaire dans un centre hospitalier de la place. Vous êtes tellement mignons. Nous allons nous retrouver juste après ceci. Et oui, nous avons accueilli le couple Tozé. Je vous dis merci. Tozé Jérôme, madame Tozé, Elisabeth Mainsanvi. Vous êtes togolaise? Oui. Voilà, donc ça fait un très beau mariage. C'est ce qu'on appelle vraiment le mariage. Merci d'avoir accepté. Vous allez partager ces quelques instants avec nous, histoire de doper le moral à un couple peut-être qui n'arrive pas à gérer leur colère. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs que la conférence au siège, c'est tous les premiers samedis du mois de 9h à 11h. L'émission, c'est les derniers dimanches du mois à partir de 22h, unis pour toujours. Noël ensemble, la 12e édition, c'est du 22 au 23 décembre. Vos enfants vous attendent. Un peu de vivre, un peu de riz, un peu de poisson, un peu de viande. Et Noël ensemble, 12e édition, ce sera hot. Monsieur et madame Tozé, alors, vous avez suivi le développement. Quelles sont les expériences que vous voulez partager avec nous? Merci Syrah de nous avoir invités sur ce plateau de Unis pour toujours. Oui. Et bonjour chers téléspectateurs, chers invités aussi, oui. Voilà que je salue. Bonjour. Alors, enfin, nous, c'est une chance pour nous de pouvoir partager notre vécu sur ce magnifique plateau que Merci. Vous animez toutes les fois. Merci. Et je dirais que quand nous nous sommes connus, Elisabeth et moi, j'avais découvert une partenaire très calme, qui m'inspirait beaucoup, et en tout cas je rêvais beaucoup de ce que mon couple allait devenir, un couple très posé et tout ça. Bon, on a mûri ensemble notre décision de se mettre ensemble, et puis on s'est engagé dans la relation conjugale, et la question c'était qu'il fallait qu'on habite dans la belle famille. On a travaillé cette question et finalement on est allé. Mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Voilà, je pense que la difficulté était beaucoup plus liée au fait
que je ne reconnaissais plus mon épouse. Elle avait changé de visage, que c'est Là, passé un il y a temps. plein d'actes, je ne sais pas, il y a plein de phénomènes ou je crois de situations Oui. qui ne permettaient pas à ce que je la retrouve dans son calme habituel. Oui, Madame Tosé, je fais un coucou au peuple togolais. Je leur dis que nous sommes de cœur avec tous les Togolais. Nous savons que nous sommes en union de prière et que tout va bien se passer. Alors, je voudrais vous demander, votre mari à un moment donné ne vous est plus reconnu parce que, étant dans la belle famille, il y a des situations que vous n'arrivez pas à gérer. Si, pour moi, quand je dépose un balai quelque part et je reviens du boulot, je veux balayer, il faut que je retrouve le balai à sa place. Et là, quand je ne retrouve pas là, ça... Bon, alors quand le balai disparaît, est-ce que votre mari savait qui avait déplacé? Parce que sûrement vous vous retournez vers lui, c'est ça? Ah oui, c'est directement vers lui que je me retourne parce que c'est lui qui est là, c'est lui. Et alors comment il réagit? Sur un ton de colère, c'est ça? Pas du tout, mais il a une manière très simple de prendre les choses, c'est ce que j'apprécie chez lui. C'est bon, quand on tend ce qui est sûr, le balai n'est pas perdu, tu vas retrouver le balai. Ou bien, bon, il appelle quelqu'un, donne-moi un balai là et puis c'est fini. Mais bon, là, ça me permet de oui. gérer, mais c'est pas ce que moi je veux mon balai à sa place. Ah, mais c'est ça. Alors, comment est-ce que vous appréciez en ce moment votre femme, la façon dont elle pique sa colère et tout, parce qu'elle veut son balai? Alors, je voudrais dire simplement que les choses que moi je minimise, que je prends pour banales, étaient peut-être pour elle des choses plus sérieuses. Et pour moi, déplacer un balai, c'est rien du tout. Mais alors par contre, dans sa ligne de conduite, le balai à cette place-là était plus important. Et bon, moi, je m'énervais simplement parce que je trouvais que c'est pour rien du tout qu'elle s'est énervée. Ouais, et dans cette situation, ça devient un dialogue où on ne s'entend plus, où on ne s'écoute plus, où bon, voilà, on a presque tendance à dire, ben voilà, tu tiens à des choses, voilà. À des boutiques, quoi. Voilà, Une autre situation, par exemple, dans votre couple, ça fait quand même 13 ans, hein? Oui. Ouais, mais moi aussi, hein, quand tu... alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait qui vous énerve? Alors, qu'est-ce que quand moi je travaille sur mon bureau, je reviens, puis je trouve son sac ou son habit accroché. Alors, comment est-ce que vous réagissez? C'est de ça il s'agit. Comment est-ce que vous réagissez dès que vous voyez la situation? Pour moi, c'est quelqu'un qui aime l'ordre. Vous aimez l'ordre? Moi aussi, j'aime l'ordre. Mais pour elle aussi, c'est quelqu'un qui aime l'ordre. Okay. Quand un balai reste ici, le balai doit rester là. Donc, je ne comprends pas pourquoi son habit vient rester sur la table. Alors, comment est-ce que vous prenez ça? Oh, c'est pas aussi compliqué. Madame Montpagla, vous les avez écoutés, c'est tellement beau. Mais vous voyez, aujourd'hui on en rit, mais je suis sûre qu'à l'instant T où ça se passait, c'était pas avec des sourires, c'était très chaud. Alors, il a dit que lui, il a tendance à minimiser et elle a tendance à maximiser. Merci. Déjà, c'est bien qu'on en rit. Ça montre quand même que la colère, quand ça se manifeste et qu'elle est bien gérée, elle permet au couple de se reconstruire et d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, on en rit, ça veut dire qu'ils ont résolu ces choses-là. Elle dramatise, on pourrait dire, et lui banalise. Un balai, c'est quoi? Mais au fond, ce n'est peut-être pas le balai en tant qu'objet balai qui pose problème, mais le fait qu'elle ne trouve pas sa place à elle, c'est des hypothèses, elle ne trouve pas sa place. Comment est-ce qu'elle peut être mère de famille, je vais dire, et déposer quelque chose et quelqu'un vient déplacer en son absence sans qu'elle le sache. Peut-être que, c'est pour ça tout à l'heure on disait, il faut connaître l'histoire l'un de l'autre, connaître le vécu. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Les valeurs ne sont pas les mêmes. Quand on a deux personnes, leurs valeurs sont différentes. Ce à quoi l'un tient très fort n'est pas forcément ce à quoi l'autre tient. Merci beaucoup, Madame Fagla. Donc, oui, Monsieur Bocco. Et en fait, je m'étais posé la question. Lorsque ma soeur Elisabeth, Madame Tosé, disait, il a une manière bien de gérer. Il dit, oh ben, tu vas trouver un autre balai. Bien dit, mais qui est là? Apportez-moi un balai. Et elle ajoute, mais moi, ce qui m'importe, je ne suis pas toujours satisfaite parce que pourquoi on a déplacé mon balai? Oui. Alors, la question est venue en moi. Donc, ce n'est pas l'absence du balai qui est le problème, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça éveille le fait de manquer ce balai-là? Est-ce que c'est un sentiment d'humiliation qu'elle ressent? Est-ce que c'est un sentiment de désorganisation?
Quel est le sentiment? En fait, c'est là qu'on va à la racine du problème. Et cette question, excusez-moi, c'est la personne même qui doit se la poser. Pourquoi le déplacement d'un balai doit me rendre aussi mal à l'aise? Quel problème j'ai? Pourquoi? À force de se poser la question, on finit par trouver où est le problème. Et quand on l'a trouvé maintenant, on peut solutionner. Dès qu'on l'a solutionné, on peut déplacer le balai 1000 fois. On n'a plus mal. Et c'est comme ça justement que, et en tant que personne, on doit pouvoir gérer la colère. Parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que la solution de ma colère se trouve chez l'autre. C'est une erreur fatale parce que l'autre peut faire tout ce qu'il veut, mais toi, tu peux décider de ne pas être en colère. Qu'on ne dérange pas ta paix intérieure. Si tu décides de conserver ta paix et ta joie intérieure, tu le feras. Mais si tu n'arrives pas à conserver ta paix et ta joie intérieure, c'est que tu as une difficulté. La difficulté, c'est toi-même. Monsieur Boko, si on en arrive au divorce, c'est parce que peut-être à des moments donnés, on parle d'incompatibilité d'humeur ou alors des couples se disent on ne peut plus rester ensemble parce qu'on ne s'entend pas. Un peu des trucs comme ça. Où j'ai rencontré un couple qui a eu des soucis à cause de la part dentifrice. L'autre aime presser au milieu, l'autre aime l'ordre au bout. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je veux dire que... toujours ou bien l'éphémère? Non, moi, je veux dire que, en fait, si c'était aimé une fois, c'est faux, ce qu'ils ont dit. Je vais vous expliquer. Dans une relation d'amour, on ne s'entend pas parce que l'autre, les deux font les choses comme ils aiment. C'est faux. C'est parce qu'une personne se sacrifie. Dans une relation d'amour, c'est toujours quelqu'un qui se sacrifie pour qu'il y ait entente. Et c'est toujours la même personne? Non. Quand je dis quelqu'un, c'est que les deux se sacrifient forcément. Mais le sacrifice est consenti plus d'un côté que d'un autre. C'est évident. Parce que nous n'avons pas les mêmes seuils de tolérance. Celui qui a la grâce d'avoir un meilleur seuil de tolérance est la personne qui encaisse le plus. Et c'est là que vient le mot pardon. Pardon, merci beaucoup. C'est là que vient le mot pardon. Le pardon au cœur du couple est la clé. C'est-à-dire que personne ne peut vivre en couple et espérer qu'il n'y ait pas de crise. C'est faux. C'est un mensonge. Il y aura des crises. Oui, monsieur Boko, parce qu'il y a des téléspectateurs, bon, ils ne sont pas nombreux, ils disent que généralement, Love Power à mettre sur l'émission des couples qui viennent dire qu'ils sont heureux et tout. Et puis, qu'est-ce que rapidement vous avez à dire à ces téléspectateurs? Moi, je veux commencer à leur dire qu'il y a deux éléments qu'ils ignorent. Le premier élément, en choisissant mon partenaire, je ne suis pas en train de faire un essai. J'ai fait un choix définitif. C'est pourquoi votre émission s'appelle Unis pour toujours. J'ai dit, en allant vers mon partenaire, j'ai décidé de vivre avec quelqu'un jusqu'à la mort. Donc, pour rien au monde, je ne veux cesser, je ne veux abandonner. Donc, ça, c'est clair dans ma tête que la solution qui m'éloigne de mon choix premier, je dois l'abandonner. Ce qui me conserve et me garde uni à mon épouse ou à mon époux, c'est ça qui doit me préoccuper. Ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, c'est que la crise n'est pas mauvaise en soi. C'est sa mauvaise gestion qui a un problème. Sinon, la crise elle-même nous permet de grandir dans la façon dont nous nous aimons. Puisqu'au départ, on s'est vu, il y a un appât. L'appât, c'est que, bon, il a dit tout à l'heure, M. Tozé, que sa femme était calme. Et lui, il est parti sur la base que, bon, il aurait un couple calme, etc. Donc, c'était l'appât. Maintenant, on est rentré dedans. L'appât ne fonctionne plus. Il faut maintenant aimer au-delà de ce qui nous a appâté au départ. Merci beaucoup, Monsieur Boko. Je sais qu'on doit revenir sur ce thème. Monsieur et Madame Tozé, alors, nous allons revenir à la troisième rubrique sur quelques stratégies que vous avez adoptées pour être unis pour toujours et demeurer unis pour toujours. Donc, grâce à vous, nous avons compris un peu que dans les couples, il y a de petits soucis tout le temps. Et quand vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs couples, mais nous, on le souhaite parce qu'en vous amenant sur le plateau, c'est démontrer au monde entier que malgré les difficultés, malgré les heurts, malgré les crises, malgré les conflits au sein du couple, il y a d'autres qui décident de rester unis pour toujours. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Nous allons nous retrouver à la troisième rubrique après ceci. Alors, chers amis de votre émission Unis pour toujours, nous sommes à la dernière rubrique. Personne ne sait pourquoi on rit, mais bon, c'est l'ambiance, c'est sur le plateau. Je dis encore coucou au restaurant Pithiviers pour ces cocktails qu'ils nous ont fait. Nous sommes à la dernière rubrique, mais avant, nous avions parlé de la soirée Lovers. Chaque fois maintenant que nous faisons l'émission de Unis pour toujours, nous rassemblons tous les Lovers, tous les fans, tous ceux-là qui promeuvent les valeurs familiales, éthiques et morales autour d'un dîner. Et ça s'est passé le 9 septembre
dernier. Nous allons vous montrer un peu l'ambiance, comment ça s'est passé en quelques minutes, juste pour vous dire merci à tous les couples, à toutes les personnes qui ont cru en nous, tous ceux-là qui nous ont accompagnés. La question viendra après l'élément. À tout. Je voudrais, mesdames et messieurs, dire que Lovers est un concept né de l'ONG Love Power. Au départ, la dénomination se limitait seulement aux membres et aux amis proches de l'organisation. Coïncidence heureuse, lorsque l'idée de cette soirée est née, il n'y avait meilleure appellation que Lovers, qui prend désormais le sens des amoureux des valeurs éthiques et morales. Ainsi, toute personne qui aime la vision de Love Power, à savoir la promotion des valeurs éthiques et morales, est Lovers. Je me dis, on ne partage pas seul ce qu'on a. Il faut partager avec les autres pour voir sa cagnotte augmenter. Et spécialement pour cette année, on a pensé aux enfants orphelins surtout. Et quand on parle d'enfants, le cœur ne résiste plus. Je voudrais ajouter un peu de ce que les autres ont déjà dit, juste que nous continuons la marche. De plus en plus, nous n'allons plus parler des choses qui ne vont pas. Nous allons nous concentrer sur les choses qui vont, sur ceux qui font des efforts d'être sur le chemin. Parce que l'amour, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un effort continu qu'on fait. On ne va plus parler des contre-valeurs. On va encourager ceux qui font l'effort de garder le minimum qui reste encore. Et donc, dans ce rappel, dans cette dynamique, ne vous fatiguez pas si on revient toujours vers vous pour garder la flamme allumée. Une fois encore, merci beaucoup. Et ne l'oublions pas, l'amour, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Continuons les efforts. Et que vous épousez le 13e ou la 13e, vous avez 13 maris, vous avez 13 oui. Et dans les cieux, en tout cas, spirituellement, vous en avez 13. Voilà, c'est le royaume des filles bien. Une partie. Parce que ça fait quand même 1700.
absents. De toute façon, l'année prochaine, on va se retrouver. Merci à l'OATB, merci à notre équipe et à tous qui nous accompagnent. Voilà, nous sommes vers la fin déjà, à la fin de cette émission. Nous allons écouter le couple Tosé, juste nous dire comment ils arrivent quand même à gérer rapidement cette question. Alors moi, je dirais qu'on ne réussit que ce qu'on a choisi en définitive, pour rejoindre un peu Monsieur Boko. Et nous, on a à un moment donné décidé de faire face à cette histoire pour gérer complètement. Et nous avons donc été d'abord à l'école, à l'école de groupe de partage conjugal, pour vraiment écouter des histoires des autres et échanger des expériences. Nous avons beaucoup prié aussi ensemble. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est comme... La communication? Et, le dialogue beaucoup. On partage beaucoup. Il y a le dialogue. Regarde-le, dis-le ce que tu aimes en lui rapidement. Qu'est-ce que tu veux? Regarde-le bien. Jérôme, ce que j'aime en toi, c'est ta manière la plus simple de prendre les choses les plus difficiles. Oh là là, ça de mérite les gérer. Merci. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Ben, j'aime surtout sa capacité à comprendre, à rentrer dans tout ce qu'on a enduré ensemble et pour minimiser les choses qui étaient beaucoup plus difficiles. Demeurer unis pour toujours. Amen. Et là, vous allez toucher un couple ce soir. Amen. Oui, Madame Fabien, nous sommes vers la fin déjà de cette belle émission. Rapidement. Je donne quelques astuces Rapidement, par rapport allez-y. à la gestion de la colère. Première chose, c'est important de respirer parce que quand on est en colère, le rythme cardiaque s'accélère. Voilà. C'est important de respirer, ça oxygène et ça apaise. Il faut vraiment éviter de parler quand on est en colère et d'agir parce que les paroles dépassent nos pensées et elles font très mal. Et même quand on finit de régler le problème, le retour de ces paroles peuvent encore continuer à... Merci beaucoup. Monsieur Boko. Je voudrais, parce que je suis chrétien après tout, je voudrais simplement que tous ceux qui sont en crise regardent quelqu'un. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui avait raison, mais c'est lui qui était allé à la croix. Merci. Que alors ceux qui ont raison acceptent de se sacrifier pour que le couple vive. Merci beaucoup. On va faire la partie 2. Si Robertine est là, qu'elle nous rejoigne. Merci. Mechele, mina doku nu mido. Ekberon mi mido holo ko mesin de no ren pleo asu pasi ko mi bo mi ron no vi mi ton le be do ko dide mi do na dasu na dasi mi do na tumide me na wen mi tenu do ko mesin tenu 20 tuti bo nu mi kado asu pasi ko nyi we ko mesin sinawa ko mesin sinkawa e ma do ko nyen ton e ma soumede o e ma don bona ren pledo mede ou so do nu biro gbe me fi une fois de mi ko do mi damide o mi janu po kaka so yiwe e di da afro pache e di da chokotoche e da nu gandia mi dijan do wan yin we komi do po wan yin sozo e do na ko me sinsin sozo bo mi nanu no po chonu mi na kon do po lo 110 ans me o mi dijan boto bon mi enyi moto bon mi ni wan yin ni yiti mi na yo no vi mi ton Robertine oui bo mi na dokunu mi me no po ha mi le bu no wan mi le numéro de minajlo mido question de minajlo si vous êtes émission le Bible le OATB dit depuis combien d'années Unis pour toujours est diffusé sur les écrans de l'OATB? Répondez au 62 40 0000 63 90 00 00. Aimer suffit à tout. Merci beaucoup. Tu m'as dit que j'étais la fille là, que tu as si longtemps recherché dans ce vase. Sur